Bonjour, bienvenue à notre première session de l'après-midi. D'abord, Boniface Bailly, professeur d'anthropologie de la santé au campus Saint-Jean, Université de l'Alberta, docteur en anthropologie médicale et gradué en bioéthique de l'Université de Montréal. Il est diplômé à tous les cycles de la sociologie et la maîtrise de santé publique. Ses recherches portent sur le vieillissement, les enjeux sanitaires et migratoires de la francophonie canadienne hors Québec depuis 2007. Il est chercheur associé à l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, spécialiste des phénomènes de dérive et réussite sociale des jeunes en milieu urbain, et avec plusieurs publications. Il est aussi auteur de Dérive et réussite sociale en Afrique, publié en 2007. Donc, je te passe le micro. Alors, merci beaucoup. C'est pour des raisons de santé, j'ai manqué un peu une bonne partie du colloque. Alors, je voulais présenter sur patrimoine canadien de santé au féminin, entre éthique féminine et religieuse. En quelque sorte, je vais parler brièvement d'une introduction. Et puis, j'ai quelques remarques préliminaires parce que le sujet même impose cela. Et après, je vais parler un peu de comment je fais un emprunt. Je ne suis pas historien, mais je fais un emprunt d'une démarche historique et documentaire. Et je vais donner un aperçu historique de la congrégation des Sœurs Grises de Montréal, Marguerite et ses associés, la fondatrice. Et puis, je vais maintenant parler de leurs consorts qui vont quitter Montréal, venir dans l'Ouest, notamment dans la vallée de la Rivière Rouge, 1884. Et je m'interroge aussi dans l'action qu'elles ont menée sur ce que j'appellerais une confluence, une sorte de combinatoire d'éthique. Vous voyez, une éthique qu'on va appeler féminine et une autre peut-être religieuse, catholique, ou simplement de morale sociale humaine. Et il y a un aperçu de contribution intellectuelle. C'est une sœur grise, mais qui a étudié et qui a apporté aussi au plan académique une contribution. Donc non seulement elles vont dans l'action sociale, mais intellectuellement, elles interviennent. Et j'ai fait une petite remarque sur leur œuvre qui serait vue comme une sorte de télécommunication institutionnelle sanitaire envoyée à nous. Alors, au fond, c'est un sujet un thème sur lequel je suis tombé comme ça au cours de deux grandes recherches. D'abord, en 2006-2007, je travaille avec la Corporation catholique de la santé du Manitoba qui voulait une sorte d'ingénierie à faire sur, je dirais, le renforcement du système biomédical, biomédecine du Manitoba et, disons, de toute la congrégation. Parce que la corporation catholique remplace et est l'héritière de l'œuvre des Sœurs Grises. Alors, c'est un peu ces personnes-là qui réfléchissent sur la gestion, les stratégies, l'innovation sur les systèmes de santé au Manitoba. Ben, disons en gros sur l'œuvre des Sœurs Grises. Alors, c'est au cours de ce projet que je découvre l'œuvre de ces dames-là. Et un autre projet, c'est le projet sur l'offre des services de santé en français que j'ai fait avec Eric Fogg de l'Institut de recherche sur les minorités linguistiques que vous connaissez très bien. Bon, il y avait aussi un collègue Michaud de Sudbury et puis le monsieur, notre collègue qui est maintenant, je crois, recteur à l'Université Sainte-Anne. Alors, j'étais chargé un peu de la recherche documentaire et je tombe encore sur le fait que la plupart des grands hôpitaux dans l'Ouest, que ce soit en Alberta, Sudbury, en Ontario, même dans une
partie des États-Unis. C'était l'œuvre de ces dames-là. Alors, ces deux projets sont un peu à la base, en quelque sorte, je dirais, de cet engagement vers cette option un peu historique. Alors, je disais que j'avais quelques remarques préliminaires. Pourquoi? Parce que cette étude, c'est quand même dans une bordure, dans une zone de sensibilité extrême. Qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que les congrégations religieuses ont été vues comme support des nuisances, hein, beaucoup pour les autochtones au Canada. Donc, dès qu'on parle de ça, c'est vraiment très sensible, c'est pas bien vu. Voyez? Mais moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, je suis conscient de cela, c'est le focus, vraiment le focus sur la bienfaisance socio-sanitaire ou sanitaire et éducatif de ces dames-là. Voilà, le focus sur la bienfaisance socio-sanitaire, sanitaire et éducative de ces dames-là. Alors, il y a une anecdote que j'avance, je dirais que on peut trouver de la canette, hein, dans une poubelle. Et au Canada, j'ai vu beaucoup de gens vivre des canettes ramassées dans les poubelles. Donc, pour moi, c'est une sorte de canette, vous voyez, que je vois qui est un aspect important. Deuxième remarque que je voulais faire aussi, disons, le jugement intergénérationnel, vous voyez, et sa gestion avec humilité et prudence, c'est ce qui devrait être fait. Je veux dire, quand une génération doit juger une autre génération, celle qui est plus récente, qui est la dernière, elle devait être humble, voyez, prudente en jugeant les anciennes générations. Pourquoi? Parce qu'il existe ce que j'appelle une sorte de privilège intellectuel des générations. Le privilège des générations, c'est le fait qu'aujourd'hui, moi, si je veux, je peux critiquer Einstein. Je peux critiquer les grands penseurs du passé parce que je profite d'une conjoncture générationnelle, académique, des connaissances et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, une génération dernière, pour juger l'ancienne, on devrait être un peu humble et prudent. Alors, deuxième point aussi, j'ai dit, il faudrait veiller, vous voyez, ici, je veux veiller à une sorte d'irréductibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire, vous voyez, on ne pourrait pas réduire une sincérité individuelle, la sincérité, un individu qui est sincère, qui fait des choses sincèrement, vous voyez, par rapport à sa conscience d'époque ou des vies, hein, et à une volonté, je dirais, très objective de recherche d'acculturation. Je vais dire simplement, si ces catégories religieuses ont acculturé des populations, mais l'œuvre, ici, le focus que je mets sur l'œuvre des Sœurs Grises, c'est vraiment une œuvre de conscience. Et pour moi, même s'il y a eu des erreurs, on ne peut pas les réduire à cette volonté unique, à la seule volonté qu'elles ont cherché à acculturer des peuples. Voyez, donc, c'est ça que je voulais dire par là. Alors, je parlais de l'emprunt. Je ne suis pas historien, mais je parlais de l'emprunt d'une méthode, d'une démarche historique. Oui, parce que souvent, à défaut de relations causales, si on n'a pas de preuve directe de cause à effet direct, c'est déjà un résultat très appréciable que de parvenir, voyez, si on parvient à un ordre de succession, à un ordre de filiation historique des phénomènes, hein, comment les phénomènes s'enchaînent. Ça, c'est déjà bien si on ne voit pas de cause directe, de cause à effet. Parce que l'histoire nous met sur la voie de l'explication en sciences sociales. Vous voyez, c'est très important de le mentionner. Alors, ça aide à séparer, je dirais, un peu l'analogue de l'original, quelquefois. L'histoire permet donc de dégager des généralités, voyez, des uniformités des successions, voyez, qui ne sont pas, certes, disons, des lois rigoureuses, mais ça laisse place, tout au moins, à des
régularité des tendancielles, hein, qui sont semblables à des lois statistiques, hein, aux lois des grands nombres. Donc, ça, c'est un peu comment je voulais un peu mentionner, comment j'emprunte la démarche historique. Alors, j'en arrive maintenant à l'aperçu historique de la congrégation des Sœurs Grises. Vous voyez, Marguerite et ses associés. La fondatrice, son nom, c'est Marguerite Dufrot de Lagemarin. Elle est veuve de François Duville. Bon, elle a eu le titre de mère de la charité universelle par le pape Jean XXIII, et le 3 mai 59. Alors, elle est partie d'une certaine inspiration, j'allais dire, sociale, parce que leur œuvre, c'est une genèse sociale, et je dirais des consciences féminines. Elles, ce n'étaient pas des religieuses engagées corps et âme, mais elles ont vu que les infirmes, les veuves, voyez, les orphelins, toutes ces personnes, ces catégories d'individus étaient abandonnées à elles-mêmes. Et à cette époque-là, au XVIIIe siècle, 1937, l'hôpital général de Montréal ne recevait pas comme patientes les femmes. Voyez-vous, c'est ça la chose aussi, ce que j'appellerais une sorte de discrimination sexuelle. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'hôpital général de Montréal. Et donc, ces femmes abandonnées, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça? Alors, elles ont voulu s'engager. Mais pour que cela ait une portée vraie, elles ont décidé de créer une congrégation religieuse. Mais elles n'ont pas eu la tâche facile parce que il se trouve que créer une nouvelle congrégation, c'était donner du travail, des dépenses, occasionner des dépenses supplémentaires pour le roi de France. Vous voyez, Louis XV. Alors, il ne fallait pas créer de nouvelles dépenses, il fallait rentrer dans les congrégations qui existaient déjà. Or, ce n'est pas ce qu'elles voulaient. Donc, elles vont être consacrées, leur congrégation, elles vont être consacrées en cachette, le 31 décembre 1737, vous voyez, en cachette. Parce qu'une fois la consécration est faite, on ne peut plus défaire ça. C'est comme ça que leur congrégation est née pour continuer en quelque sorte leur œuvre. Alors, l'objectif, c'était s'occuper des personnes âgées, des femmes en difficulté, les veuves, les infirmes et qui sont sans soutien familial, face à un contexte dont je parlais tout à l'heure, de discrimination sexuelle. Alors finalement, au vu du succès de ces dames de Montréal, il y a un monseigneur de Winnipeg, monseigneur Taché, je crois, qui va aller à Montréal demander que certaines des religieuses viennent, voyez, continuer leur œuvre ici, dans l'Ouest, dans la vallée de la rivière Rouge. Alors donc, ça va être fait en avril 1884. Elles sont parties de Montréal et arrivées dans la colonie, voyez, le 21 juin 1844. C'est d'autres maintenant religieuses que le groupe original va donner. Et déjà en 1871, c'est la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital général de Saint-Boniface. Alors je mets l'image première des départs. On a aujourd'hui une grosse bâtisse, mais au fond, voilà comment ça a commencé. Il y avait, je crois, 2 ou 3 lits au premier étage, qui était un peu l'hospitalisation. Alors, les sœurs là, c'était Marie-Louise Balade, qui était la supérieure, Eulalie, la Grave, Gertrude, Coutelet et Edwige. Et puis, il y a la France. Alors, donc, finalement, ces personnes qui arrivent en 1944 vont connaître encore un succès, tant dans l'éducation, voyez, dans l'éducation, dans l'alphabétisation, que dans la prise en compte sociale, hein, des problèmes de santé, des questions sociales, un peu dans la lignée du groupe original. Alors, 1859, elles ouvrent une mission ici en Alberta parce qu'il y a un autre, je crois, un autre prêtre,
monseigneur d'ici qui va aller au Manitoba, cette fois-ci à Winnipeg, pour demander encore qu'on leur donne une religieuse. Je pense qu'ils ils vont venir avec une première qui va développer, continuer le même horizon. Alors, la sœur Joël Leblanc, Adèle, Marie-Jacques, elles vont donc seconder les missionnaires qu'on appelle les Oblats, des Maries Immaculées. Bon, 1860, alors ici on voit la végétation sociale, vous voyez, l'expansion, c'est en Saskatchewan avec les mêmes objectifs socio-sanitaires, vous voyez, et d'alphabétisation. C'est pour ça d'ailleurs on va voir qu'elles vont beaucoup contribuer à l'implantation et au renforcement du français dans l'Ouest. C'est très important. Alors, elles vont aller loin dans les territoires du Nord, et comme je dis, même dans la vallée, elles vont aller dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone du Mississippi. Elles vont continuer parce que même ce qu'on appelle la Nouvelle-France, parce que quand les Canadiens français vont émigrer, ils vont aller là-bas, et ces sœurs-là, ces religieux vont les suivre pour toujours une prise en charge sociale. Vous voyez, c'est très important. Alors donc, cette œuvre aujourd'hui, ce que je constate, si on prend le système, je dirais, des hospitaliers de l'Alberta ici, en Saskatchewan, même dans les territoires du Nord, si vous allez à Sudbury, d'ailleurs, je vais parler d'une religieuse qui va beaucoup travailler pour l'Ontario, qui va étudier et publier un document historique. Quand on regarde tout cela, on voit que les anglophones ici, ils ne savent pas que ces hôpitaux-là, c'est dû à des femmes francophones qui ont fait cette œuvre-là. Alors, je me suis questionné, quelle éthique, quel fondement moral est vraiment est comme support de lancement, support de propulsion de toute cette œuvre-là. C'est pour ça que je parle de confiance et d'hybridation éthique. Alors, au fondement, il semble que, bon, il y a une éthique dite féminine, vous voyez, qui est un trait de l'évolution parce que, bon, on le sait, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais la compétition agressive a toujours été du côté du mâle. Donc, plus tard, si vous voulez, de l'homme héritier des gènes des mâles. Et puis, la position sélective, vous voyez, de philopatrie, l'attachement au territoire, là où il y a les ressources, vous voyez, tout ce qu'il faut, la protection du groupe, c'est quelque chose qui a toujours été du côté féminin. Donc, bien sûr, il y a la morale éducative de ces personnes-là qui est fortement à relever, à noter. Donc, ce comportement féminin qui est dévoué à autrui, aux autres, ce comportement est sensible aux besoins des autres, est attentif aux voix des autres. En d'autres termes, c'est l'éthique care, celle où l'on fait attention à autrui, on répond et on veille au bien-être des autres. Alors, selon Missa et Autois, qui sont deux Belges qui ont écrit l'encyclopédie de la bioéthique, ce sont les recherches, pour eux, c'est les recherches de Carol Gilligan qui révèlent pour la première fois ce versant, vous voyez, cette partie de l'éthique ou de la bioéthique dite éthique féminine. Alors, cette vision, bon, je note au passage que c'est refusé par le féminisme parce qu'il se trouve que cette conception est née dans un contexte patriarcal. Et donc, on voit là qu'il y a une sorte je dirais, des principes hiérarchiques, des principes masculins qui veulent encore contrôler les choses. Donc, pour les féministes, si on accepte que les hommes aussi ont l'éthique, ont cette éthique-là du care, alors on va accepter ça. Sinon, eux, ils refusent ça. Je vais avancer. Alors, j'ai dit qu'il y avait un apport du point de vue académique, légal. C'est sœur Huguette, c'est une sœur grise, qui a fait une thèse de doctorat où elle montre la grande histoire des hôpitaux catholiques du Canada en 1896, ce qu'on va appeler aussi la création des sœurs de la charité, dites sœurs de la Croix, pour renforcer Sudbury Hospital. Il y a aussi
elle montre comment les Français qui étaient atteints de la scorbite étaient soignés par des Indiens à base de tisanes. Vous voyez, bon, au plan légal, elle montre une contribution où elle parle de la création de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, même du Canadian Council on Hospital Accreditation. Elle parle aussi des écoles des infirmières, tout ça, qui sont apparues pour la première fois. Elle va même à l'international où elle dit qu'après la guerre de Crimée, c'est une femme encore, Florence, qui organise à Londres la première école de nursing. Bon, au Canada, c'est en 1874 à Sainte-Catherine qu'en Ontario qu'on va voir les premières écoles de nursing. Alors donc, c'est servir le patient et le médecin dans leur objectif et tout ça relève comment des institutions sanitaires ont posé des problèmes aussi et étaient amenés à régler ces choses-là. Bon, 45-59, c'est la période d'ajustement aux nouvelles technologies des médecins et elle mentionne tout ça. Alors, petite remarque rapide avant la conclusion, c'est qu'il y a une télécommunication. Bon, je paraphrase Sloterdijk qui dit qu'un livre est comme une grosse lettre envoyée à ses amis, une sorte de télécommunication d'amitié. Alors moi, je paraphrase en disant qu'il y a une sorte de télécommunication institutionnelle, sanitaire, que ces sœurs-là ont mis en place parce que c'est non seulement c'était pour les francophones de leur temps, mais aujourd'hui, c'est aussi avec nous autres, hein, les francophones en milieu minoritaire, et les immigrants. Ça sert en quelque sorte le pluralisme culturel, j'allais dire, les minorités volontaires et involontaires. Voilà. Alors donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais relever rapidement? Merci pour votre patience. L'œuvre sanitaire, l'œuvre des Sœurs Grises peut être lue sur une base d'éthique féminine et sur cette autre d'exigeances de conduite religieuse à retenir. Mais il faut dire aussi qu'il y a la morale, l'éducation reçue dans leurs milieux sociaux, familiaux. Les Sœurs Grises semblent avant-gardistes de ce que des spécialistes appellent aujourd'hui la complétude institutionnelle au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Et cette œuvre sanitaire s'ajoute à l'œuvre de sauvegarde générale du français, comme je l'ai dit, parce que à côté de l'œuvre sociale, elle faisait beaucoup d'alphabétisation, autrement dit, sauvegarde de la culture francophone en situation minoritaire, en gros, on pourrait mentionner. Alors, j'en ai fini. Merci beaucoup.